conseille, on va pas poser de questions là, hein, parce que sinon on n'arrivera pas à bien travailler le troisième sujet qui nous tient à cœur. Donc on va demander à Thierry et Frédéric Bosquet, avec regret, de revenir dans la salle, et on va inviter nos autres intervenants. Et je vais juste demander à Loët si tu peux nous amener la prise, le multiprise qui est dans la valise où il y a la caméra. Il y a une multiprise et ça va nous aider parce que sinon la personne qui est là porte le portable. Ah, alors on invite Karl-Heinz là. Vous pouvez vous mettre là, l'Ortelia. Oui, c'est juste. Vous pourrez lui poser des questions voilà. Et il manque une troisième personne qui est Vincent Boyer. Je peux le mettre là. Voilà, on va mettre là au milieu. Et je pense que le multiprise arrive, donc ce problème va vite disparaître en fait. Voilà. Mais je ne suis pas bien, je suis comme ça. Voilà, Flavie arrive avec le multiprise, tout va bien. Voilà, tout le monde est bien installé. Ok, ça marche. Et la lumière. Voilà. J'aurais pas dû dire à Annalise de partir, mais c'est une erreur. Mais je peux demander à Josette de venir. Ça nous fait 2 hommes. Non, ça nous fait 3 hommes. Je n'y arrive pas. Voilà, tu peux venir pour que ça fasse 3 si tu veux. Non, voilà. Non, j'ai pas de chaise, j'ai pas de chaise. Non, viens, Josette. Reste avec voilà. Mes collègues. Voilà. Donc elles sont 3. Vous imaginez, mais on n'a pas assez de chaises. Josette, je t'en prie. Alors la dernière partie, vous l'avez compris, on a posé la question de la crise climatique. Alors je pense qu'on commence... Qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'on commençait... J'ai un petit bug. On commençait par toi alors, c'est ça? Non, je ne sais plus. Pourquoi pas? Non, je crois que c'était avant. Voilà, donc on va vous demander... oui, voilà, c'est ça. Vincent Boyer, Karl-Heinz, après, de nous parler. Donc vous allez avoir la découverte d'une organisation sociale et solidaire historique et nationale aussi, qui fait un travail extraordinaire, Terre de Liens Occitanie. Et puis avec Karl-Heinz Launter-Mich, on va parler de financement public et de la manière dont ça s'affecte ou pas sur, on va dire, les questions écologiques, la croissance verte, le développement durable. Voilà, on ne sait pas très bien les mots, comment on les utilise, mais en tout cas, par contre, c'est un peu coincé, donc on va essayer de se pousser un peu parce qu'il est un peu coincé dans les jeux. Voilà. Alors, Vincent. Oui, merci et bonjour. Donc je m'appelle Vincent Boyer, je suis le coprésident des Terres de Liens Occitanie. Alors puisqu'on est dans un thème financier, Terres de Liens Occitanie, c'est un mouvement qui a 20 ans, en fait nos 20 ans cette année, et l'idée de départ, c'était de considérer que la terre n'est pas une marchandise. Elle est plutôt un bien commun, et j'ai pris des notes. Je n'avais pas prévu, mais les échanges avant étaient tellement intéressants, j'ai pris beaucoup de notes et je reviendrai sur cette notion de bien commun appliquée à Terre de Liens ou à l'agriculture. Brièvement, donc on est à Terre de Liens, on est un mouvement national qui a 20 ans, qui est construit sur 3 piliers qui sont une foncière, une fondation et un réseau associatif. Donc la fondation, elle recueille de l'épargne citoyenne. Voilà, on est ESUS, on est SIEG, c'est-à-dire Société Intérêt Économique Générale, donc on récolte l'épargne citoyenne et avec ça, on va acheter du foncier agricole. Voilà, je vais revenir sur la mission globale. À côté, on a une fondation qui, elle, va recueillir des dons. Voilà, pareil, pour acheter du foncier agricole.
Et on a un réseau associatif qui, lui, va s'occuper sur le terrain, localement, puisqu'on a 20 associations en France, de faire fonctionner cette machine. On s'est donné trois axes, trois ambitions. La première, c'est la préservation des terrains agricoles et leur caractère nourricier. La deuxième, c'est lutter contre l'artificialisation des sols et la spéculation foncière. Et la troisième, c'est installer des paysannes et des paysans, des porteurs de projets en minimum en bio, en agroécologie, et des porteurs de projets donc, qui soient locaux et pour amener du travail localement. Donc, toujours du point de vue financier, donc on se retrouve avec à la foncière des gens qui vont amener de l'argent, donc qui vont être des sociétaires. On a des donateurs pour la fondation, et puis on a des adhérents au niveau des associations territoriales. Et depuis, dans ces 20 ans, donc, on a 50 000 personnes en France qui ont contribué financièrement à notre mouvement. Et encore aujourd'hui, on a 30 000 personnes qui, actuellement, ont mis de l'argent dans Terre de Liens. Voilà. Alors, quand je dis mettre de l'argent, c'est-à-dire que vous pouvez acheter donc, des parts sociales de la foncière. Une chose est sûre, quand vous faites ça, c'est que vous n'aurez aucun rendement. Zéro, nada, truc, voilà. Voilà. Moi, je l'ai fait. C'est par là, d'ailleurs, que je suis rentré chez Terre de Liens. À l'époque, la part valait 104 €. C'était à 5 ans. Aujourd'hui, elle vaut 105 €, sachant que j'avais des frais d'entrée de 3 €. Vous voyez que le rendement, il est... mais je vais y revenir sur cette question du rendement financier. Donc, pas de rendement. Ceux qui donnent, évidemment, il n'y a pas de rendement. Mais c'est intéressant aussi, c'est dans le circuit économique, financier, c'est qu'on a aussi, aujourd'hui, la fondation est en quelque sorte actionnaire de la foncière, puisque au bout d'un certain temps, au lieu de reprendre leurs actions, leur part, il y a des gens qui en font don à la fondation. Voilà. Et puis, ces sociétaires ou ces donateurs, ils sont aussi adhérents de nos associations territoriales, parce que s'ils sont là, c'est pas juste financier, mais il va essayer d'y trouver un lien à la terre. Voilà. Et donc, on va les retrouver dans les adhérents. Et quand je vous dis aujourd'hui, actuellement, il y a 30 000 personnes qui sont impliquées financièrement. Donc, ça peut être juste sur ou la foncière, ou la fondation, ou les associations. Des fois, c'est sur 2, puis des fois, c'est sur les 3. Voilà. Et ces adhérents, en plus, ils peuvent devenir bénévoles. Voilà. Ça, c'est le Graal de l'adhérent. Voilà. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée sur Midi-Pyrénées, là je vais fonctionner un peu le plus local possible. On a de l'ordre de 700 personnes qui aujourd'hui financent la foncière. La fondation, je vous avoue que je n'ai pas les chiffres. Donc 700 personnes à la foncière. On a n'a pas fini l'année, mais de l'ordre de 600 adhérents. Et on a 60 à 70 bénévoles qui sont actifs aujourd'hui, voilà, en 2023. Je vais revenir sur les biens communs. Je reviendrai sur Terre de Liens après, peut-être la croissance. Je vais revenir sur les biens communs. Moi, je considère qu'un bien commun, c'est aussi, on en a parlé, c'est le fonctionnement, notre fonctionnement interne. Donc nous, on a des salariés, on a des bénévoles. Donc moi, je suis bénévole et on a un conseil d'administration qui est bénévole. Et on a des bénévoles qui vont accueillir les porteurs de projets pour les installer, qui vont accueillir les cédants qui veulent céder leur ferme, pour être sûr qu'elle reste en bio, par exemple. Et on a vraiment un fonctionnement, pas seulement administrateurs, bénévoles et salariés, mais tous les bénévoles qui peuvent être concernés par un sujet, où on essaye de faire, comme disait monsieur tout à l'heure, on essaye de faire consensus. Et à tout le moins, quand il y a un sujet qui pose pas problème, mais où il n'y a pas vraiment comment dirais-je, un enthousiasme avéré, on va le laisser,
on va le laisser mûrir, on va le retravailler, parce que je considère que en fait, le chemin est aussi important que le but. Voilà. Et que on pourrait se dire, tiens, il faut qu'on achète toutes les fermes possibles, etc. Mais bon, quel est le but? Est-ce que voilà, on est une association, on a des moyens humains, financiers, etc. qui sont limités. On est aussi là pour se faire plaisir et pour faire les choses bien. Alors ça, c'était ma première illustration des communs. J'en ai une deuxième qui est que nous, on est une association, on travaille à un autre modèle, et j'en reparlerai un petit peu après si j'ai encore 2 minutes. On travaille à montrer qu'un autre modèle agricole est possible. Alors, on n'est pas obligé de toujours aller à l'agrandissement, à la compétitivité mondiale, etc. Être bon à l'export. Et donc, nous, on n'est pas sur un marché, on est peut-être sur un marché, mais on ne cherche pas à gagner des parts de marché par rapport à je ne sais qui. Donc, on achète des fermes, on va montrer qu'il y a un autre modèle. Maintenant, en France, aujourd'hui, on a 350 fermes. Donc, 350 fermes, c'est beaucoup. Et enfin, c'est peu à la fois sur les 350 000 qu'il y a en France, à peu près. Hein. On a 0,1% de part de marché, si on raisonne comme ça. Donc, évidemment, on ne va pas bouger les lignes avec ces trucs-là. Donc, toutes les associations, tous les gens, tous les mouvements qui peuvent partager les valeurs ou nos idées, évidemment, ils sont les bienvenus. Et en tout cas, ils ne sont pas nos concurrents, au contraire. Voilà, et on les encourage. Et je vais faire une troisième illustration des communs, purement agricole. Ça m'a fait penser aux méga-bassines. Alors, je ne vais pas parler de l'intérêt ou pas de faire des méga-bassines. Mais dans les méga-bassines, il y a aujourd'hui, de la part du système dominant, l'idée qu'il faut nourrir la planète, il faut de l'eau pour faire pousser les plantes, etc. C'est OK. Donc, il nous faut de l'eau, on va faire pousser de la bouffe, et puis on va nourrir la planète. Enfin, on va nourrir le territoire, pardon. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens qui font ça, les agriculteurs qui font ça, en général, déjà, on n'est pas sûr qu'ils vont faire de l'alimentation humaine, parce qu'il y a beaucoup de productions qui sont pour l'alimentation animale. Et puis, de toute façon, en général, ils sont organisés dans des coopératives. Voilà, et vous pouvez être sûr que votre production, quand elle part à la coopérative, il y a 0,00% de chance qu'elle revienne là où, dans les assiettes, là où à côté elle a été produite. Hein. Moi, j'ai un copain du côté de Thiel, à côté de chez lui, ils ont fait du maïs popcorn vendu au Japon. Donc voilà, le jour où ils feront une méga bassine à côté, bonjour, pour expliquer que ça va être pour nourrir le village. Voilà. Donc déjà, le postulat n'est pas bon au départ, mais imaginons qu'il soit bon. Imaginons qu'on utilise les biens communs, c'est-à-dire l'eau, la terre du territoire, et qu'on produise de la nourriture qui va nourrir ce territoire. En vertu de quoi, ça serait quelques agriculteurs qui décideraient de comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va produire. Pourquoi, les biens communs, pourquoi c'est pas la population et le territoire qui pourraient décider ensemble. Voilà pour les illustrations. Allez, je finis très vite parce que je voulais dire sur croissance ou décroissance. La croissance de Terre de Liens aujourd'hui, c'est plus de fermes, c'est plus de paysans, c'est plus d'hectares, c'est plus de salariés, c'est plus d'accompagnement des collectivités. Et la décroissance, c'est peut-être celle des subventions. Et la décroissance au niveau macro, c'est celle du nombre de paysans, c'est la problématique de renouvellement des générations, c'est la disparition des terres agricoles. Et puis, je finis sur vraiment une problématique agricole et qui est la financiarisation. Aujourd'hui, je disais, on a un déficit de renouvellement de génération, c'est-à-dire qu'il y a un tiers
voilà, le rapport entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, c'est de 2 tiers, donc il nous manque 1 tiers à chaque année. On a une artificialisation des surfaces agricoles, voilà. Et puis on a une concurrence mondiale qui fait que quand vous êtes dans ce système-là, bah, il faut grandir à tout prix parce qu'il faut rationaliser les coûts. Donc tout ça concourt à un agrandissement des fermes. Qui dit agrandissement des fermes dit capitalisation, hein, parce qu'il faut plus de machines, il faut plus d'intrants, voilà, il faut plus de surface. Et plus vous allez vers la capitalisation, et plus vous allez sur des fermes qui sont non reprenables par des gens qui arrivent et qui n'ont pas les moyens. Alors, je vais très vite. Et la financiarisation, ça veut dire, en plus j'aurais pu parler de la rémunération où il n'y a pas de risque, mais ça veut dire financiarisation, ça veut dire que demain les terres, ça a commencé, vont être reprises par des sociétés, et des sociétés pas agricoles, mais des sociétés purement financières. Et quand on en arrive là, eh ben, vous pouvez dire adieu à la transition écologique, adieu à la transition tout court, et surtout adieu les communs. Voilà. Merci à toi, Vincent. Donc, Karl-Heinz, à toi, à vous. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, je vais vous parler finance, financement, innovation, RSE. Au final, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, l'argent, c'est un vecteur d'échange, un vecteur de lien, surtout de valeurs, mais surtout des valeurs. Ce qui pour moi est parlant, c'est de se dire, on a tous été petits, on a eu des billets d'entre les mains, ces billets ils représentaient quelque chose. C'est des valeurs communes, et ce qu'il y a derrière, c'est l'État. Et justement, dans le triptyque de l'action ou de l'inaction, on va avoir l'individu, à titre individuel, qui est dans la communauté et qui agit. On va avoir l'entreprise au sens large, donc aussi bien capitaliste que dans le monde de l'ESS. Et on va avoir l'État. Et l'idée, c'est de se dire, l'État, du coup, il laisse la place à chacun d'agir, il s'écarte du sujet, il s'éloigne, il prend moins en moins de place. Mais actuellement, quelle est sa place et comment est-ce qu'il agit? En tout cas, quelle est sa vision, sa doctrine? En gros, la démarche, c'est celle du développement durable, qu'on a depuis les années 90, qui émerge vraiment et qui est poussée au niveau des Nations Unies, dans le programme des Nations Unies, avec justement ces différents objectifs qui sont cherchés, qui sont pour l'intérêt commun, le bien commun. Et dans justement ces objectifs de développement durable, on retrouve l'innovation. Parce que justement, on se dit que innover, c'est permettre de faire plus avec moins, ou alors de faire mieux, et donc de mieux répartir les richesses. En tout cas, c'est la vision qu'il y a. Et donc, l'État, il essaye de se mobiliser comme il peut, il essaie de donner de l'argent comme il peut, et donc il essaye de mettre en place différents programmes, différents mécanismes d'investissement et d'aide à l'investissement, avec des aides qui peuvent être des subventions, des avances remboursables, donc une sorte de prêt en quelque sorte, mais aussi, et surtout, son appui sur des projets. Et après, on peut avoir la fiscalité qui intervient, parce que justement, l'impôt, c'est aussi le partage de la richesse derrière, donc par des mécanismes de crédit d'impôt, etc. Actuellement, on est à 2 années, puisque vraiment là, c'est anniversaire à ce mois-ci, du programme, en tout cas, du projet France 2030, où justement, on investit 54 milliards d'euros sur cet horizon de temps pour des projets qui sont dans cette vision de développement durable. Ce que j'ai omis de dire, c'est que la vision qu'il y a derrière sur le développement durable, c'est cette vision de la durabilité faible ou forte. Est-ce que justement on considère économiquement qu'il va y avoir on est contraint par les limites physiques qui nous entourent, ou pas du tout? Ce qu'on laisse pour les générations futures, ça peut être juste des déchets, entre guillemets, une économie qui fonctionne à partir du déchet qui est revalorisé, mais en tout cas la valeur intrinsèque, elle est toujours équivalente, ou alors il faut admettre que les générations futures doivent avoir accès à la nature, à une matière première, etc. Là, la vision qui est donnée, c'est celle du progrès, et donc on omet en quelque sorte ces limites planétaires, même si on essaye de les considérer, ou en tout cas d'intégrer leurs enjeux au fur et à mesure. Et donc sur le programme de France 2030, on a déjà à date plus d'une vingtaine de milliards qui a investi sur des projets qui financent justement cette transition sociale et écologique, sur de la décarbonation, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 25% des projets qui sont présentés, qui sont financés, qui sont sur des grands groupes, et qui mobilisent à peu près 50% de l'assiette qui est en jeu. Donc vous prenez du coup le total, et vous faites le calcul. Et à côté de ça, vous avez 40% des projets qui sont financés, c'est des PME. Par contre, en termes de volume,
c'est, il me semble, 10%. Donc vous avez vraiment un ratio en termes de typologie d'entreprise qui est très différent, et donc on sait très bien que c'est les grands groupes qui vont driver le plus de financement, parce que on considère que c'est eux qui ont le plus d'impact. Mais au final, dans la masse, dans le système économique, c'est peut-être plus les PME qui sont capables d'agir réellement et qui sont, elles, beaucoup plus agiles et peuvent vraiment agir sur ces sujets. Le problème qu'il peut y avoir aussi au niveau financeur, c'est qu'on a cette vision, on se donne une ambition à long terme, et il y a des institutions pour ça, on a BPI France, on a l'ADEME. Quand on regarde l'ADEME, elle donne 4 scénarios possibles, en tout cas de sociétés à l'avenir, et justement il y a un des 4 scénarios qui est celui de l'innovation. Mais on ne se questionne pas vraiment sur les 3 autres. On va vraiment peut-être baisser sur celui de l'innovation sans se questionner sur ce qui peut être fait autrement, etc. Et après, le financeur, justement, lui, sa démarche, c'est un peu de cocher des cases. Il va donner de l'argent si ça répond aux attentes. Et comme c'était dit tout à l'heure, les entreprises, maintenant, elles doivent considérer des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux et environnementaux. Sauf que vu qu'elles ne prennent pas forcément le pas, en tout cas, elles ne prennent pas en considération ces enjeux, mais quand le financeur il arrive et qui dit au début, je vous prête de l'argent, mais sans trop regarder vos projets, et qu'aujourd'hui, il dit, moi mes attentes, c'est vous devez me quantifier l'impact vraiment environnemental sur les sujets, l'impact social et sociétal, l'entreprise, elle tombe des nues. Et elle ne sait pas trop comment faire. Et elle se dit, j'ai un projet, et en fait, il ne rentre pas dans les clous. Donc là, on se dit, au final, l'État, il agit dans un sens comme il faut, c'est-à-dire qu'il pose les règles et il va chercher des projets qui sont à impact. Sauf que, on tombe dans un travers où vous allez avoir que des projets parfaits qui vont être financés. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une aide et une subvention, pour 1 euro d'aide donnée par l'État, il faut qu'il y ait 1 euro de fonds propres. C'est-à-dire qu'un projet qui va être subventionné, il faut que l'entreprise soit capable de le porter. Actuellement, j'ai des cas de clients qui ont des projets qui ne sont pas les plus merveilleux, mais en tout cas, ils ont fait la démarche de se dire on va se questionner sur notre outil de production, on va essayer de le repenser, on va essayer de réduire ses impacts, on va essayer d'avoir une plus-value aussi sous l'angle social et sociétal. Mais en fait, le financeur ne va pas le financer parce qu'en fait, il estime que le projet ne va pas assez loin sur un des critères. Et donc en fait, l'entreprise, elle pourrait très bien le financer par elle-même, le projet. Mais justement, quand je parlais de triptyque, c'est que s'il n'y a pas l'aval et le soutien du service public derrière, eux, ils ne vont pas trouver l'intérêt personnellement d'aller chercher ce projet, même si ça leur demande de revoir leur outil, que ça peut leur donner un avantage concurrentiel. S'ils n'ont pas un tampon derrière, ils ne vont pas y aller, ils ne vont pas se positionner. Donc l'État, au-delà de juste cet aspect financier, il faut qu'il commence maintenant à comprendre aussi qu'il donne sa légitimité en un sens sur des projets qui ont de la valeur ajoutée et qu'on est aussi sur une démarche de transition et qu'on ne doit pas aller que sur du très très bon élève ou sur rien du tout. Et ça peut amener justement sur le reporting extra-financier ou la taxonomie verte, où en fait les projets sont très très beaux et on va valoriser du vert ou rester sur du neutre, et on ne va pas mettre aussi en avant le négatif, etc. La démarche au final, globale et politique, ne va peut-être pas assez loin et ne considère pas en global tous les enjeux qu'il peut y avoir, même pour les entreprises, cet enjeu de légitimité sur les projets. Vos 2 dernières interventions entre Laure et Jean-Michel. C'est juste, je parle de la langue des signes, parce que nos interprètes doivent partir à 8h. Donc il va falloir qu'on révise, et la partie conclusion, on essaiera de l'enregistrer et de l'écrire, parce qu'elle ne sera pas signée. Voilà. Ou alors, voilà. Et je préviens aussi parce que l'heure, c'est 8 heures. Chacun peut s'engager à 1 euro pour financer que les interprètes restent. Qui est pour Ah. On finance en 30 Donc il y a une question de... On va essayer d'y arriver. Alors je vais essayer de faire vite. Donc on est là avec Laure ensemble.
voilà, c'est déjà très important symboliquement pour montrer que la parole que je porte est une parole collective et plurielle, parce que voilà. Oui. Et Un petit mot sur l'atelier d'écologie politique. ah mais j'avais présenté au début. Ah oui, pardon. J'avais dit déjà, je ne vais pas le répéter. C'est même personne. Donc, je vais essayer de vous résumer ce qu'est la décroissance en 5 minutes. Et donc, le terme de croissance, décroissance en tout cas, généralement on considère que sa naissance, dans le sens contemporain, c'est en 2002 par un numéro spécial de la revue Silence, et c'était présenté comme un mot obus, c'est-à-dire un mot pour vraiment aller contre l'hégémonie culturelle de la croissance économique, contre l'obsession de la croissance économique. Et qu'est-ce que ça signifie ? La décroissance, ce n'est pas moins du même, ce n'est pas la récession, mais c'est un autre modèle socio-économique, mais qui est moins gourmand en énergie, en impact, etc. Sobre. En gros, c'est la figure contre l'éléphant, c'est la figure de l'escargot. Déjà, pour clarifier, qu'est-ce qu'on entend par le terme de décroissance, parce que souvent, on retient juste que ça diminue. Il y a beaucoup de choses dedans. Alors, pourquoi décroissance ? Pourquoi cette critique de la croissance ? C'est la première chose. Donc, l'idée de décroissance est basée sur deux critiques du modèle socio-économique basé sur la croissance économique. La première, c'est évident, c'est la critique écologique. Le système de croissance économique est insoutenable et ça pointe la responsabilité du modèle socio-économique capitaliste, d'accélération, etc. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le MCM+, voilà, l'accumulation, tout ça. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Donc, c'est juste, si on continue ce modèle capitaliste, on va dans le mur. Il y a des titres comme « Décroissance ou barbarie » par Paul Arias. L'autre origine de la décroissance, c'est une critique culturelle qui, en gros, montre que le modèle de la croissance économique n'a pas tenu ses promesses. Il ne rend pas heureux, notamment. Il y avait 4 promesses de la croissance économique: de résoudre la pauvreté, de diminuer les inégalités, de réduire le chômage et aussi de financer les budgets publics. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Et c'est notamment très très clair maintenant, depuis le côté, ça a peut-être été tenu à une époque, les 30 Glorieuses, dans une certaine mesure, que tous les gains de la croissance économique sont captés par la minorité la plus riche, et qu'une grande partie de la population, jusqu'à la classe moyenne, en fait, s'appauvrissent, malgré la croissance économique. Donc ça, c'est vraiment les deux bases de la critique, et puis aussi les mesures de bonheur. À partir d'un certain niveau de besoin satisfait, on n'augmente plus le bonheur. Une question, c'est est-ce qu'une autre croissance économique serait possible que celle de notre modèle capitaliste, hein. Donc une proposition classique, c'était collectiviser les moyens de production, voilà, dans la tradition marxiste, hein, qui est différente de Marx, hein, quand même. Mais cette solution bute sur la même critique écologique. Si le but est de dominer la nature, comme c'était le cas dans le manifeste du Parti communiste, ça ne résout rien sur le problème de la critique écologique. Donc la défense de la croissance économique par les économistes orthodoxes, ce serait de découpler la richesse monétaire de l'impact matériel. Puisque, je l'ai rappelé rapidement, ce que mesure l'économie avec un grand E, c'est uniquement les échanges monétaires et complètement agnostique sur les impacts matériels. Donc ça, c'est vraiment le terme qui est mis systématiquement en avant par toutes les politiques économiques, c'est qu'on peut découpler, on peut faire plus de richesses, mais il faut juste trouver le moyen que ça n'a plus d'impact écologique. Bon, c'est facile à dire, surtout que les économistes orthodoxes ne sont jamais intéressés aux impacts écologiques, hein. Mais en pratique, ça ne marche pas. Voilà. Et ça, voilà, là, ce que je vous décris, c'est ce mouvement de la décroissance ici, c'est une origine qui est assez longue en fait. Il y a tous les penseurs de la décroissance depuis des dizaines d'années. Depuis une dizaine d'années, il y a eu tout un champ académique de scientifiques qui publient dans des revues à comité de lecture, voilà, des choses comme ça, et qui ont évalué cette proposition de découplage
économique, est-ce que ça marche? Donc on parlait, je ne sais pas, un moment de Timothée Paré, qui a fait sa thèse là-dessus, qui a fait un bouquin qui résume vraiment bien tout ça, qui a des articles très très clairs qui disent ça ne marche pas parce que quand on parle, voilà, les économistes qui parlent de découplage économique, ils vont parler que les effets CO2. Or, souvent, il y a un transfert sur l'impact matériel. Typiquement, c'est voilà, les énergies dites renouvelables qui ont un impact matériel extrêmement important. Donc, c'est aussi problématique. Donc, il faudrait, sur la biodiversité notamment, il faut diminuer tous les impacts, pas que le CO2. Il y a le problème que quand c'est observé au niveau d'un pays, une diminution de l'impact CO2 alors que l'économie augmente, le PIB augmente, ce qu'on peut rappeler donc découplage, ces deux courbes, en fait, ça ne prend pas en compte les importations. Une autre critique, c'est que souvent, c'est temporaire. Typiquement, on passe du charbon au gaz aux États-Unis. Le gaz si on fait abstraction des fuites de méthane, aurait moins d'impact CO2. Donc tout d'un coup, on dit, eh ben voilà, on a diminué. Parce qu'on a changé le charbon par le gaz. Sauf que c'est que temporaire, parce qu'après, le gaz, il continue, donc ça continue à augmenter. Et puis surtout, c'est insuffisant. C'est-à-dire que les cas, même les nations les plus riches qui ont réussi par la technologie, par des choses comme ça, à justement augmenter l'efficacité, et donc à avoir par contenu de PIB moins d'impact CO2, c'est totalement insuffisant par rapport à l'accord de Paris. Ça, c'est quantifié, même en prenant dans les pays qui découplent le plus, et c'est aussi le résultat du dernier rapport du GIEC, qui dit, voilà, tous les efforts de découplage actuels sont totalement insuffisants. Donc ça, c'est l'observation. Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, le découplage ne marche pas. Donc dans la critique écologique, ce n'est pas possible de continuer la croissance économique. Et on pourrait dire, bah oui, mais ça, peut-être que ça pourra marcher un jour, peut-être qu'on y arrivera. Certes, mais du coup, c'est une promesse, voilà, on attend la preuve de l'avoir vue. Et puis surtout, il y a énormément d'éléments structurels pour que ça ne marche pas. Et typiquement, donc je vous ai expliqué la logique du capitalisme avec LCN+, l'effet le plus connu, c'est l'effet rebond. Donc quand on parle d'efficacité énergétique, par exemple, à chaque fois qu'on a un gain d'efficacité, il y a plus d'usages, il y a des usages déplacés, etc. Ce qui fait que le total est plus important. Donc il y a c'est un des mécanismes principaux qui explique pourquoi ça ne peut pas marcher. Alors ça c'est le premier important, en quoi donc Timothée Paré fait une distinction entre la décroissance. Il y a 3 niveaux. Il y a le rejet, ça c'est ce que je vous ai expliqué, rejet du croissance économique. Il y a le projet. Donc le projet, c'est juste qu'est-ce que serait une société qui serait dans les limites planétaires et stable. Rappelez que pour les économistes, l'idéal d'une stabilité d'une société, c'était le consensus jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'hégémonie de l'idée qu'il faut de la croissance économique, ça ne s'est construit qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est extrêmement récent. Ça, c'est vraiment à garder en tête, ce qui paraît évident. Et donc ça, c'est le projet. Okay. Et puis il y a une autre chose, c'est le trajet, qui lui dit la décroissance, c'est vraiment le trajet. Comment passer de la société actuelle à l'autre société? Et c'est là que ça nous intéresse, particulièrement. C'est qu'on n'a pas forcément besoin, et peut-être que ce n'est pas une bonne idée de faire une table rase, une révolution pour inventer une autre société qui soit stable. C'est qu'on peut travailler à l'intérieur de notre système pour passer de notre société actuelle, sans faire de révolution dans notre démocratie, à une société stable. Donc ça, c'est le chemin de la décroissance. Et il y a deux façons de faire. Donc le terme peut-être le plus marquant, je crois que c'est André Gorz qui l'avait proposé, donc déjà il y a longtemps, ce sont les réformes non réformistes, c'est-à-dire des réformes ou des révolutions non révolutionnaires, c'est-à-dire des réformes qui permettent de changer complètement le système depuis l'intérieur du système. Et ça, c'est tout ce qui, si vous vous rappelez ce que je vous ai raconté, que le capitalisme, ça a été de s'approprier, privatiser les communs, bah, si on veut faire le chemin inverse, il faut communaliser. Donc c'est ce que le philosophe japonais dit, voilà, un communisme décroissant, reconstruire les communs. Et très clairement, bah, c'est ce que présentait Terre de Liens, c'était cette idée-là. Et on pourrait dire que même tout le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire, dans le schéma que je vous ai donné, que l'économie se réapproprie dans le schéma classique de l'échange des activités plutôt que la recherche du profit. Donc, en gros, passer au maximum par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors après, il y en a qui ne sont pas parfaites, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est vraiment l'idée. Et ça passe dans les autres réformes non réformistes. Il y en a certains qu'on peut faire tout de suite, d'autres, bah, il va falloir des combats politiques. En tout cas, ce sera beaucoup plus rapide par des combats politiques.
L'exemple qui est un peu entre les deux, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui est déjà expérimentée sans avoir une réforme politique. Mais ça permet typiquement de se rapproprier le commun fondamental que celui de se nourrir. D'autres qui demanderaient des réformes politiques, c'est typiquement le revenu inconditionnel de subsistance, qui effectivement permettrait de ne plus être dépendant de son salaire et donc d'être obligé de faire des boulots à la con, de servir le système capitaliste, etc. Donc tout ça, ce sont des réformes, il y a des dizaines et voire des centaines de réformes qui permettent d'y aller. Le problème, effectivement, c'est de trouver les alliés pour faire ça, d'avoir la force politique. Et donc, l'idée, le mouvement de la décroissance est très minoritaire, mais il grandit au niveau, voilà, c'est juste travailler sur les imaginaires, dire que c'est possible, etc. Mais il y a besoin des alliés féministes, de justice environnementale, des syndicats, de l'économie sociale et solidaire. Ben voilà, il y a besoin de faire toutes ces alliances. Et puis surtout, il ne s'agit pas seulement de construire, voilà, pour un autre dire que ça va être possible, parce que, effectivement, en face, le système capitaliste n'a pas forcément très intérêt à changer le système. Donc tant que l'économie sociale et solidaire, tant que Terre de Liens, tout ça, ça fait 0,1% des terres, là, voilà, la FNSEA, elle s'en fout. Mais quand on va devenir un peu majoritaire, on peut s'attendre à ce que le système se défense. Alors je vais juste, vraiment là, je finis avec deux citations de Jérôme Bachet, dans Adieu au capitalisme, qui était paru déjà il y a quelques années, donc qui est pour montrer l'intérêt de construire d'autres choses, mais de faire des alliances avec les luttes, voilà, de résister. On peut penser à la 69 encore. Que les dominants aient intérêt à maintenir, voire à amplifier les conditions qui leur garantissent le maintien de leur position relève de l'évidence, et on ne peut pas douter qu'ils soient prêts à mener une guerre totale et qu'ils s'y préparent contre ceux qui prétendraient mettre en cause leurs privilèges. Alors je ne sais pas si finalement il y a une dissolution des mouvements de la Terre aujourd'hui, mais là on est très clairement actuellement on peut observer justement ça, cet accroissement de cette guerre totale. Et comme dans toute formation sociale fondée sur l'inégalité et l'exploitation, l'art des dominants consiste à faire en sorte qu'une fraction des dominés pense avoir intérêt au maintien du statu quo. Et donc là, c'est voilà comment on passe de l'inaction à l'action. Merci. Et si Laure veut commenter ou répondre des questions, c'est comme tu le sens, c'est freelance. Ça dépend du temps qui reste. Le temps reste.